nommé Kémy Séba, que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans le cadre de l'émission Faites entrer l'invité. Kémy Séba, bonjour. Bonjour à vous. Kémy Séba, permettez-moi d'abord de faire un bref rappel de votre parcours. Vous vous êtes fait connaître en France où vous avez dirigé la Tribu K, qui a été dissoute en 2006 par le ministre de l'Intérieur d'alors Nicolas Sarkozy. Vous avez été accusé de racisme, d'antisémitisme et d'incitation à la violence. Tout cela, vous le laissez derrière vous, Kémy Séba, depuis que vous avez regagné le Sénégal, où vous êtes maintenant installé. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, Kémy Séba? Alors, mon frère, si vous le permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste préciser, quand vous parlez du fait que j'étais accusé par un gouvernement français dont Nicolas Sarkozy était à l'époque le ministre de l'Intérieur, dont il est aujourd'hui le président, de racisme, de violence, etc. Vous savez, quand un noir se lève pour dénoncer des crimes qui visent sa population, sa communauté, il est souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, diabolisé. Donc, être diabolisé par des gens qui disent que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, pour moi, c'est une médaille. Et c'est en aucun cas quelque chose que je laisse derrière moi. Ce sont des stigmates de l'impérialisme. Et quand l'impérialisme parle mal de quelqu'un, j'ai tendance, moi, généralement, à me rapprocher de ce quelqu'un. Et en l'occurrence, je fais l'objet de ces diabolisations. Et c'est pour moi une fierté. Maintenant, pour ce qui est de mon état d'esprit ici, je le dis clairement, ça fait 4 mois que je suis arrivé au Sénégal. Je suis dans le pays le plus riche du monde. J'entends par pays le plus riche du monde, le pays le plus riche sur le terrain des valeurs humaines, sur le côté de la fraternité, sur le côté du respect, de l'accueil des gens, sur le côté de l'amour de son prochain. On dit teranga, c'est quelque chose que je vis profondément. Et ce peuple-là, et l'Afrique de manière générale, il se trouve que je suis au Sénégal, c'est un peuple extraordinaire. Et je suis épanoui. Je suis épanoui en harmonie. Évidemment, j'ai rencontré aussi certaines personnes que je qualifierais d'escrocs ou peu importe, là n'est même pas le plus important, mais je ne généraliserai jamais à l'ensemble, sur l'ensemble du peuple sénégalais, parce que c'est vraiment tous ceux que je rencontre, que ce soit dans les villages ou autres, avec ou sans coupure d'électricité, avec ou sans nourriture suffisante, sont des gens qui ont un cœur extraordinaire. Donc, si le produit intérieur brut devait se mélanger ou devait être mesuré à la hauteur de l'amour d'autrui et du respect d'autrui, le Sénégal ferait partie d'une des nations les plus riches du monde. Et cela, vous ne l'aviez pas en France, je suppose? Clairement pas. Bon, je l'avais clairement pas en France. En France, j'étais dans une optique de combattre un régime raciste, impérialiste, oligarchique, qui nuit même aux Français de souche, qui place une élite au-dessus de tous les autres et qui écrase le reste de la population, voilà. Et a fortiori, quand vous êtes noir, vous avez très peu de chances de vous faire respecter là-bas. Et moi, je fais partie de ces gens qui n'attendent pas qu'on dise 2 fois qu'on ne vous aime pas. Quand quelqu'un ne m'aime pas, je ne lui lèche pas les pieds. J'ai tendance à m'organiser pour vous montrer que je n'ai pas besoin de son amour pour exister. Voilà. Kémy Séba, depuis votre arrivée au Sénégal, vous avez travaillé avec Fred Cano, donc dans le cadre du projet du village de l'Alcam. Je travaille toujours plus que jamais. Je travaille toujours plus que jamais avec Fred Cano. Oui, justement. J'aimerais savoir très concrètement qu'est-ce qui a été réalisé avant votre arrivée depuis que vous êtes au Sénégal. Depuis qu'on est au Sénégal, il faut savoir que, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret, et pas simplement l'idéologie, le discours de façade. On a créé plus de 100 emplois. Plus de 100 emplois dans la commune donc, de Tiafoura, dans le village de Tiafoura. C'est des gens qui auparavant n'avaient pas d'emploi. Pour bon nombre d'entre eux, on a construit un centre commercial qui a pour but donc, de valoriser les produits locaux, de faire en sorte que les éleveurs, que les cultivateurs puissent avoir un lieu où ils peuvent magnifier leur travail et ne pas attendre que ce soit l'Occident qui apporte tous les produits et que nous soyons que des consommateurs. On est dans une logique d'autodétermination, de responsabilisation, et ce centre commercial est l'une de nos plus grandes, je le dis profondément, l'une de nos plus grandes fiertés. On peut d'ailleurs voir des photos de ce centre commercial sur mon site kemy-seba.com. Et à côté de ça, on est en train de construire le Clos Populaire, donc ce sont des habitations qui serviront en priorité aux ouvriers eux-mêmes qui les ont construits, d'accord, pour qu'ils puissent avoir des logements qui ne sont pas des logements vétustes, mais des logements vraiment profondément écologiques, des logements sains
et qui puissent être en adéquation avec la décence de leur esprit. Donc ça, c'est une première chose. À côté de ça, nous construisons des maisons et des bungalows. Il y a bien un des bungalows normalement là qui est en cours de finition par rapport à un certain nombre d'investisseurs que nous avons eu à notre écoute et à nos côtés dans les premiers moments et qui continuent de toute façon à affluer. Donc c'est en fonction de l'apport des gens, en fonction du regard des gens, en fonction de l'amour des gens que ce projet avance. Et j'ai envie de dire qu'on n'est plus au stade du projet, on est au stade de la réalisation. Donc centre commercial, des habitations pour la diaspora, pour des gens qui sont de Guyane, des gens qui sont de Guadeloupe, des gens qui sont des États-Unis, des gens qui sont au Sénégal, des gens qui sont au Cameroun, peu importe, à partir du moment où ces personnes sont des personnes panafricaines, ou même si ces personnes ne sont pas des Noirs en tant que telles, si ces personnes soutiennent ce projet, il y a de la place pour eux. Et donc là, sur le terrain des réalisations, on est très fiers de ce que nous avons posé comme acte, parce que l'histoire ne retient que les actes, elle ne retient pas les paroles, forcément. Et justement, comment est-ce que ce projet est accueilli par les populations locales sur place? Écoutez, je ne vais pas me mêler de Est-ce qu'ils se sentent impliqués vraiment dans le projet? Totalement, à tel point que je vous le dis. Hein, par exemple, dans la commune dans le village de Tiafoura, s'il n'y a pas la Société africaine mosaïque, l'économie ne tourne pas réellement. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Donc, on s'est accueilli vraiment avec la chaleur humaine, avec ou sans ça. Même sans ça, on était déjà accueilli avec la chaleur humaine, parce que le Sénégal, c'est la teranga, c'est l'accueil, c'est l'amour du prochain. Mais avec ça, il y a encore plus de fusion, il y a encore plus de fraternité, il y a encore plus de compréhension. Et il y a évidemment beaucoup plus d'écoute du message du panafricanisme, parce que là, on ne leur lance pas des mots alors qu'eux n'ont pas de quoi manger ou n'ont pas la possibilité d'avoir l'électricité. On leur lance des mots tout en leur donnant les possibilités de subvenir à leurs besoins, en échange d'un travail qui est effectué pour eux-mêmes en priorité. Donc, forcément, ça ne peut être que bien accueilli. Moi, je ne veux pas mentir, hein, j'ai clairement, d'habitude, de toute façon, je dis les choses telles qu'elles sont. Moi, il m'est arrivé de verser des larmes, parfois, quand j'observais cette fusion qu'il y avait, ce respect qu'il y avait, et cet amour même dans le travail. Les gens ne demandent qu'à travailler. Ils demandent qu'on leur mette les possibilités, les moyens pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ils ne veulent pas qu'on leur donne du poisson. Ils veulent qu'on leur apprenne à pêcher. Et de l'autre côté, ils nous enseignent énormément de choses sur le respect, sur la notion d'amour et de fraternité. Donc c'est une démarche extraordinaire ce qu'on fait, ce village d'Al-Diam. Et j'appelle tous les investisseurs à continuer de verser et de donner des fonds en échange évidemment de construction dont ils seront les bénéficiaires pour que le village continue d'aller de l'avant. Je suis sur la terre en une dernière question. Votre nom figure en 4e position dans le top 10 des plus grands prédicateurs racistes de l'histoire moderne. Donc, une liste qui a été publiée par les États-Unis en 2010. Quel crédit apportez-vous à cette publication? Vous savez, moi j'ai toujours tendance à dire que quand des impérialistes vous diabolisent, prenez-le comme une médaille. Et donc, arrivé 4e, j'ai simplement 30 ans. Sur un classement où les gens qui sont répertoriés dedans sont des personnes qui, quelles que soient leurs idées, s'opposaient à l'oligarchie américaine. Et l'oligarchie impérialiste, ça veut dire déjà que mon nom circule jusqu'aux États-Unis. C'est un honneur. Et si je suis diabolisé par ces gens-là, c'est que... Quand même, vous citez à côté des noms comme David Duke du Ku Klux Klan, Ernest Zindel, donc qui a publié... Oui, comme Malik Zoulou Shabazz aussi, comme Malik Zoulou Shabazz du Black Panther Party aussi, comme Elijah Mohamed, quoi que certains puissent penser de lui. Il faut savoir qui est-ce qui a fait cette liste. Ceux qui ont fait cette liste sont ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, qui localisent partout dans le monde les personnes qui sont influents et opposés à leur ligne hégémonique. Dans ces camps-là, il y a des nationalistes blancs qu'on peut ne pas aimer. Moi, ce ne sont pas mes amis, mais je constate que ces gens-là, à leur façon, s'opposent à l'impérialisme occidental, à l'oligarchie, en tout cas maçonnique, franc-maçonne et occidentalo-atlantiste qui est dedans. Moi-même, je sais de quoi je parle. La franc-maçonnerie, si je voulais y aller, j'aurais pu y aller il y a très longtemps. Et j'ai craché au visage de ces gens-là aussi. Et c'est aussi pour ça que toutes ces personnes-là sont hystériquement contre moi. Mais j'en assume les conséquences. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, je suis franc à ma façon, plutôt que d'être atlantiste ou franc-maçon. C'est ma définition, c'est mon combat, et c'est mon opération, et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de mon existence.
si tant est qu'elle soit longue. Le dernier mot? Voilà. Le dernier mot, je tiens encore une fois à remercier profondément toutes les personnes que je vois quotidiennement, les Sénégalais, les frères, les sœurs, les gens profondément humains, avec qui je pense que tout est possible. Demain est possible, et il faut avoir foi. Les temps sont durs, mais il faut avoir foi. Il faut avoir foi au changement. Le changement ne se fera peut-être pas forcément sur le terrain électoral, il se fera simplement par une démarche de construction, par une démarche de création d'emplois. Et en ce sens, la diaspora a une responsabilité dans ce qui se passe là. Nous avons tous un devoir, et moi c'est sur ce terrain-là que je suis. Et je passe la paix, le salam, évidemment, le hotep, à tous mes frères et sœurs panafricains, à ma famille que j'aime profondément, évidemment, et aux frères Sarr, qui se reconnaîtra, à Fred, sans qui je ne serais pas là, à Maïmouna Ndiaye, et à toutes les autres personnes qui font que je suis ce que je suis, Arif, évidemment, Eri et compagnie, etc. Mon groupe, mon staff,